Jocelyn, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie, tu t'es posé la question du sens de la vie. Waouh. Alors déjà, la question, c'est est-ce que je me la suis posée? Oui, sûrement. Alors peut-être pas aussi clairement, parce que je trouve que c'est hyper cliché de se dire quel est le sens de la vie? C'est un peu la question que tu vas poser à Dieu. Euh, euh, mais en fait, je me la suis posée de manière indirecte, plus dans le sens à quoi ça sert, ce que je fais, tout ça. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on fait dans cette vie? Qu'est-ce qu'on en fait aussi? Après, si on pose la question quel est le sens de la vie, le sens va changer en fonction des personnes. Ça va être, on peut avoir tout et n'importe quoi. Alors, je t'avouerai que cette question-là, je t'ai entendu la poser dans les autres interviews et puis bon, chacun avait sa réponse. Et moi, je ne sais même pas si je peux te répondre. Est-ce que j'ai une réponse aujourd'hui? La première qui me venait, c'est vivre. Mais il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est quoi vivre dans ce cas? Comment on fait? Enfin, pour les personnes qui se posent beaucoup de questions, le comment on fait va se poser. Et pour ceux qui vivent simplement, ben, c'est ceux qui s'en posent pas. C'est les choses viennent à nous, ça se passe, et puis voilà, une autre chose arrive et ça se passe et ainsi de suite. C'est comme cette image que j'avais vue ben, justement sur Facebook que j'avais partagée, même. C'était deux images de nuages avec de la pluie. Il y avait un côté où il y avait bah, la pluie, il y avait toute une liste de choses. Ah non, c'est chiant, il va faire mauvais toute la semaine, encore de la pluie, puis plein de plaintes. Et de l'autre côté, à côté, il y avait le même nuage de pluie. Et la seule chose qui avait marqué, c'était il pleut. Voilà. Il y a un truc qui arrive et ça arrive. Pour, je pense, notre mental, c'est difficile à accepter puisque, d'où dans notre société occidentale, on a appris à tout théoriser. Et contrairement en Inde, où ils sont vraiment, enfin, en Inde, enfin, dans les pays du tiers-monde, où ils sont bien dans la matérialité, et ben, nous, on est bien dans notre matériel, mais on a du mal à s'y faire. Comment je pourrais expliquer ça? Euh, Je dirais que moi, par exemple, je vais me référer sur le sujet que je connais le mieux, hein, enfin, et encore moi-même. Euh, c'est que j'ai quand même une tendance à avoir du mal à faire certaines choses que la plupart des gens euh, ont des facilités à faire. Par exemple, faire son ménage. Voilà, se motiver à faire le ménage. On va dire que bon, euh, je suis pas le seul dans ce cas-là, mais tu dis ça à une personne d'une autre culture qui, pour elle, c'est complètement logique de prendre soin de son habitation. Euh, ben, ça va paraître aberrant. Pour moi, ben, c'est vrai que j'ai peu d'intérêt aux choses matérielles et je suis plus là-haut, un peu trop là-haut. Mais je me suis rendu compte que quand il y a des personnes qui entament un chemin spirituel, eh ben, elles sont beaucoup dans le mental finalement. Parce qu'elles entament ce chemin de déconditionnement, de désapprendre ce qu'on leur a appris. Et dans l'Occident, je pense que c'est ça en fait le plus gros travail, c'est de désapprendre, se déconditionner, se rappeler qui nous sommes, comme le dirait un de mes amis, se rappeler le chemin du cœur, revenir vers le chemin du cœur. Ouais. Hmm. Donc là, c'est un peu vaste ce que je commence à dire. Hein. Pose-moi des questions à Oui, tout oui, bien moment si sûr. tu as une Merci Jocelyn. interrogation. Alors, oui, Hmm. alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a le sens, comme tu disais, de la vie hein, générale, effectivement la question générale, puis le sens de la vie, sa Hmm. vie personnelle. Alors, c'est vrai que dans ma question, c'était plus personnel, pour le coup, quel toi tu sens à ta vie, hein, quelque part. Mais c'est intéressant quand même de revenir à la genèse hein, par rapport à toi, parce que ça Ah ouais. m'intéresse quand même de te titiller sur ça. À quel Hmm. moment dans ta vie, justement, tu t'es quand même posé la question de dire à quoi ça sert ce que je fais, parce que c'est quand même, comme tu disais, ça Hmm. sous-entend quand même un sens, quand même. Hmm. Ça a été souvent les périodes où j'étais le plus fragilisé. Parce que quand tout va bien, on ne se pose pas la question de à quoi ça sert ce qu'on fait. C'est faux. Mais quand tout va mal, ça c'est encore un point de vue. C'est que, voilà, c'est vrai du point de vue de mon conditionnement à moi. Je reviens du coup au niveau personnel, hein, euh, pour éviter de me perdre dans le général. Dans mon point de vue personnel, dans toutes les épreuves de vie que j'ai pu avoir,
et ben, en effet, j'avais l'impression que ça allait mal. Et ça allait mal pourquoi? Par rapport à la vision que je m'étais faite de la vie, de ce que j'avais espéré. L'espoir sous-entend des attentes, les attentes sous-entendent le manque, ça on le sait. Donc, ben, j'avais des espoirs parce qu'il me manquait des choses et je pense que je refusais de, d'inspecter ces manques, de plonger dedans, de les voir, de les regarder, les reconnaître. Ce qui faisait que, bah oui, pour éviter ces manques, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'on m'avait appris, de la façon dont on m'avait conditionné, que ce soit par les parents, par les, les instituts, bon, bah, les écoles, la société. On en prend plein quoi, des conditionnements pour apprendre à éviter nos manques, à ne pas les reconnaître. Donc, c'est ça qui m'était arrivé. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus faire, enfin, en tout cas, moi, je ne pouvais plus faire autrement que voir ces manques en face. Et là, on se sent bien désarmé, on se sent bien fragilisé. Donc, ben, c'est dans ces moments-là que ouais, je me suis posé, ben, à quoi ça sert ce que je fais tout ça? Même ce que je faisais, c'était en lien avec tous mes conditionnements, la façon dont on m'avait appris à esquiver certaines émotions, à ouais, c'est ça en gros. Donc oui, j'avais bien raison de me demander à quoi ça sert ce que je fais, mais ça permet de, de faire une mise à jour, une remise à zéro et puis euh, explorer d'autres choses, d'autres facettes de nous inconnues qui nous fait peur. Et voilà, c'est là, c'est Ouais. dans ces moments-là que je me suis posé cette question. Donc justement, tu évoques les facettes inconnues de nous-mêmes. Ça, c'est vrai que c'est un élément important. C'est tout ce qui est l'impalpable, en fait. Et justement, toi, dans ta Ouais. démarche, dans ton cheminement, tu parles des conditionnements, hein. C'est une des facettes, je pense, inconnues dont tu parles, hein, finalement, qu'on a forcément conscience, mais qui nous Ouais. impactent dans notre réalité. Mm. Quelle a été ta démarche et ta prise de conscience pour justement essayer de voir quels étaient tes conditionnements? Alors, il faut savoir que je suis très imaginatif depuis l'enfance. Euh, Pendant l'enfance, j'imaginais des longues histoires, des aventures que je vivais dans ma tête. Et ces histoires, bon, ben, me mettaient plutôt en valeur, ça se passait bien. Dans l'adolescence, j'ai commencé à utiliser ces histoires négativement. Donc, à m'imaginer des scénarios mauvais ou malchanceux qui pouvaient m'arriver. Et c'est à force de m'habituer à avoir ce réflexe-là que, ben, au bout d'un moment, ça a été très difficile pour moi. J'ai, j'ai dû changer parce que c'était plus vivable. Donc, on commence à se poser la question pourquoi des scénarios extérieurs se répètent euh, et se dire bah, quelles sont mes pensées par rapport à ça. Moi, là où j'ai commencé vraiment à m'en rendre compte, c'était dans l'adolescence, je crois, vers mes 16 ans, où je me demandais pourquoi j'étais si différent avec les autres, pourquoi je me masquais. Je me disais, bah, tiens, j'aimerais bien être moi un jour, j'y arrive pas. Euh, mais j'avais l'impression d'être vraiment bloqué là-dessus. Il y a vraiment un truc, et personne ne pouvait me comprendre en plus. Enfin, à l'époque, c'était très difficile de trouver des personnes qui vivaient la même chose parce que j'avais peur de rentrer en lien avec elles et sans doute que ces personnes-là, ben, elles-mêmes portaient un masque et ne voulaient peut-être pas reconnaître qu'elles traversaient la même chose que moi. Donc c'est encore plus dur, c'est très imperméable. En tout cas, c'est la sensation qu'on en a. Et ensuite, c'est quelques années après, je crois que c'était vers mes 20 ans, j'ai commencé à, à ressentir ce mal-être de manière constante et j'en pouvais plus. Donc j'ai cherché sur Internet un livre qui s'appelait Auto-hypnose. Je voulais un truc pour changer ma vie, un truc de développement personnel. Et je suis tombé sur ce bouquin-là, Auto-hypnose, écrit par Kevin Finel, euh, qui, qui m'a interpellé. J'ai reçu et je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé ce qui est expliqué dedans parce que c'était un mélange de PNL et d'hypnose. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et ce que je voyais, c'est que là-dedans, on s'imaginait les scénarios intérieurs, comme je le faisais déjà, mais pour le bien, pour se faire du bien. Donc, ça a été un peu remuant pour moi, parce que je me suis dit, mais c'est trop facile. Donc, il y a eu encore un conditionnement par-dessus. C'est trop facile. Donc, on remet du mental pour dire, non, 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 on n'y va pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, j'ai fait face à la croyance limitante de, non, non, on ne peut pas se sentir bien avec des choses petites, des petites choses ou d'une manière trop simple. C'est pas possible. Donc, il m'a fallu plusieurs vagues et il m'en faut hein, encore aujourd'hui. Hein, je travaille sur moi, mais moi, ça fonctionne par vagues. Il y en a, ils ont ce qu'on appelle l'éveil, là, l'éveil de Kundalini, où d'un coup, un jour, je sais pas, ils sont en train de méditer et puis paf, là,
il y a un torrent de je sais pas quoi, de lumière qui les traverse, ça les brûle ou je sais pas quoi, et puis ils disent ah j'en suis ressorti complètement différent. Bon, moi c'est pas du tout ça. Moi c'est plutôt on va dire des vagues de lumière qui m'arrivent et à moi de me laisser porter par elles, même si c'est compliqué. Euh, Ce qui fait que en fait le chemin de la psychologie, de ma psychologie, je l'ai repris à 22 ans, 23 ans, je crois, là où je suis allé en études de psycho par la suite, où j'ai osé. Et bon, je vais pas faire tout mon CV, mais voilà, c'est déjà ça a été le début. Ça a été le début. Et vraiment, bon, aujourd'hui, du coup, moi, je suis praticien en hypnose et coach en PNL parce que ce sont les deux courants qui me vont le mieux, que j'ai plus ou moins expérimenté tout au long de ma vie sans m'en rendre compte. Sauf que là, on me dit, ben ouais, mais tu peux en faire une discipline, tu peux en faire quelque chose et tu peux t'aider toi-même et aider les gens avec. Donc, Exactement. ben, j'en suis là, quoi. Attends, Jocelyn, oui, tu évoques donc la PNL, la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux un peu pour Ouais, les c'est ça. auditeurs expliquer un petit peu plus en détail, du coup? Ouais, alors pour définir la PNL, alors, j'aime bien parce que tu sais trouver une définition sur Internet, elles sont toutes différentes. La plupart, elles orientent sur le côté succès. Bon, voilà. Bon, moi, je vais donner ma définition. Bon, Exactement. quand on se base déjà sur programmation neuro-linguistique, ça peut faire peur, hein, parce que là, dans la PNL, les deux créateurs se sont imaginés nos cerveaux comme des ordinateurs qui classaient les données et puis bon, c'est une manière plus facile de voir les choses. On peut, on va dire, la discipline la plus adaptée pour le mental. On passe par le mental pour régler des choses qui émotionnellement nous travaillent dans l'inconscient. Le mental est tellement occupé à jouer au jeu de la programmation neurolinguistique que finalement on peut pas, on n'a pas d'autre choix que de se laisser aller dedans. Parce que déjà, c'est nous qui le choisissons d'une certaine manière. Enfin, toutes les personnes qui viennent me voir, c'est soit des personnes qui ont eu plusieurs thérapeutes auparavant, enfin, qui ont vu plusieurs professionnels et qui, au bout d'un moment, ben, elles connaissent leurs problèmes parfaitement, elles connaissent le pourquoi, mais au niveau émotionnel, c'est pas dépassé. Ils ne savent pas comment. Exactement. Donc la PNL, c'est une thérapie brève. C'est avec moi, on va pas rester 20 séances ou 30. Moi, au bout de 3 à 5 séances, c'est terminé. Je rends la personne son autonomie. Donc après, on va me dire, bah, alors, pourquoi tout le monde ne fait pas de la PNL? Eh oui, justement, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à en faire. On rentre vraiment dans l'émotionnel. Donc c'est très bien qu'il y ait des psychanalystes, des gens qui fassent des dizaines de séances pour permettre aux personnes voilà, de relâcher progressivement. Et c'est bien qu'il y ait des praticiens en thérapie brève pour évacuer l'émotion quand c'est le moment, quand la personne est prête. En fait, je ne suis qu'un prétexte. Je, moi, enfin, voilà, je suis juste la porte de sortie. C'est c'est assez facile, quoi. C'est quand la personne le décide, bon bah ça y est, je me présente, la thérapie est là pour ça, et puis c'est fait, quoi. Oui, il y a un vrai choix, Donc, ouais, ouais, de la personne. Je vais te laisser terminer simplement. Est-ce que tu pouvais, pour bien visualiser, nous expliquer comment se déroule une séance type de PNL, quoi, comment toi tu le présentes à une ouais, personne? ouais, c'est plus simple là, qu'on ne le pense. Alors, bon bah, je reçois la personne au cabinet, elle me parle 5 à 15 minutes, ça dépend en fait, parce qu'il y a des personnes qui arrivent au cabinet et leurs problèmes, elles le savent, et moi, je peux le cerner très vite aussi. Et il y en a d'autres pour qui ça va être plus long parce que elles vont me présenter l'arbre qui cache la forêt. Elles vont me présenter un problème et c'est pas ce problème-là, c'en est un autre. Donc, ce sera à moi de creuser par la suite. Mais bon, une séance type, ok, on va dire 10 minutes de discussion, ça permet aussi à la personne bah, de se sentir écoutée, comprise, de pouvoir évacuer. Et quand elle a évacué, bah, du coup, le problème est plus clair, quoi. Bah, on voit sur quoi on va travailler. Donc, comment on travaille? Eh ben, moi, j'utilise beaucoup le protocole de la ligne de temps. Ça me passionne, puisque bon, ben, je m'intéresse aussi au concept des multidimensions, où on a un mois du passé, un mois du présent et un mois du futur. Et je joue beaucoup sur ces mois-là.
chez chacun. Donc, je fais souvent des problèmes liés à l'anxiété, au traumatisme émotionnel et à la communication avec nos proches. Parce que nos proches nous repoussent souvent dans nos retranchements et nous font ressortir des, des facettes de nous qu'on n'apprécie pas beaucoup. C'est là où on est libre ou pas de reconnaître la blessure qu'on a, qui est faite, ressortie par notre proche. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, je me comprends. J'ai bien compris l'idée. Oui, Et il y a un effet, pour synthétiser, il y a un effet miroir en quelque sorte avec les proches, hein, mm, voilà, par rapport à des oui, blessures complètement. qu'on porte. Complètement, complètement. Et nous, de la même façon, bah, on appuie sur des choses peu reluisantes chez nos proches. Maintenant, il ne faut pas attendre que les proches fassent le travail pour qu'on le fasse. Parce que là, du coup, ben, on risque d'être déçu et puis bon, ben, d'alimenter une certaine victimisation. Ah, mais pourquoi il ne change pas? Pourquoi je subis ça de sa part? Ah, pourquoi? Non, 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 le changement vient d'abord de nous-mêmes, de l'intérieur. Et une fois qu'on a fait notre part du travail, et ben là, on sait se positionner par rapport à l'autre. Et l'autre va le sentir. Et comme l'autre va le sentir, bah, tu sais, bon, toi qui es dans l'énergétique, euh, quand on dégage de bonnes vibrations, on attire beaucoup moins les personnes qui ont des basses vibrations. On les attire beaucoup moins parce que ces personnes-là voient qu'elles ne vont pas pouvoir nous manipuler ou avoir une emprise sur nous-mêmes. Et ça les intéresse moins. Voir leur propre lumière, bah, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, il y a Oui, alors ça. je dirais, pour reprendre Ouais. ce que tu dis, hein, pardon, je te coupe, Jocelyn. Mm. Oui, alors c'est vrai Vas-y. que moi je pense qu'il y a effectivement différents paliers vibratoires. Selon la fréquence auquel on se connecte, effectivement, on va se connecter avec Mhm. certaines personnes qui ont certains centres d'intérêt, certaines approches, Mhm. certaines vibrations, on peut le dire, hein. Clairement, en énergétique, Mhm. on peut le voir. Simplement, je ne parle pas Ouais. forcément de basse vibration ou de haute vibration, hein, ça c'est vrai. Je Mhm. parle de différents niveaux, hein, ça peut palier en quelque sorte. Chacun a Ouais, ses ok. expériences, hein. Il n'y a pas de jugement sur les expériences, ils peuvent être effectivement basses, hautes, mais simplement pour dire aux auditeurs, il n'y a pas de jugement de valeur sur la valeur de cette expérience, hein. Chaque expérience, je dirais, est bonne à prendre si tant est qu'on décide de la vivre, hein, simplement. Voilà. Bien sûr, voilà. Si tant est qu'on décide de la vivre, comme tu l'as dit. Voilà, en C'était la plus, et phrase puis, qui rajoute beaucoup de complexité, mais c'est vrai que… non, je vois, voilà. Puis en plus, qui décide? Encore une fois, c'est là que dans l'hypnose, on voit que l'inconscient oriente nos choix. C'est tout ce que on a décidé de ne pas voir, de mettre sous une couverture. Évidemment, il n'y a pas de jugement là-dessus. Euh, ce ce que j'amène les gens à faire, c'est à se reconnecter à leur joie, à leur cœur. Parce que, en fait, je travaille en ce moment moi-même. Parce que, bah, comme dit Byron Katie, si tu donnes un conseil, applique-le. Et du coup, bon, ben, c'est ça qui est en ce moment. Mais pour donner une vision plus concrète de la PNL, parce que du coup, certains auditeurs vont pas comprendre, je pense. Le mec, il noie le poisson, hein, il donne des trucs très éthérés. Bon, la PNL, vous pouvez la faire bah, comme l'hypnose. On pourrait se demander c'est quoi la différence. Moi, je dirais que la PNL, c'est de l'hypnose les yeux ouverts. Quand vous imaginez vos vacances, quand on imagine ses vacances, par exemple, alors qu'on est au boulot en train de se faire chier, euh, je parle pour certains, hein, pas pour tout le monde, et ben, on a le regard dans le vide. On n'est pas en train de méditer, on n'est pas les yeux fermés. Quoi. Non, non, on a le regard dans le vide. Et on s'imagine déjà le scénario et on est en train de le vivre. On est en train de le vivre vraiment dans nos sens, dans nos ressentis, nos émotions. On s'imagine peut-être en vacances à la plage et comment ce sera super et comment il fera chaud et puis de sentir l'odeur de l'air marin, les vagues, le ciel bleu, le bruit des mouettes, tout ça. Ouais, ouais. Bah là, ça y est, vous êtes en train de monter un scénario dans votre tête qui peut être amené dans l'hypnose. Donc, l'hypnose, c'est amené en état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, c'est la méditation. Hein. L'hypnose, c'est juste de la méditation guidée. Euh, et la PNL, ben, on va être moins dans le côté transcendant, le côté voilà, dans l'intériorité. Mais la personne peut imaginer un écran en face d'elle, ça y est, hein, elle peut imaginer son scénario et faire les changements à des niveaux très profonds. Donc, je dirais même que finalement, la PNL, ça décape, je pourrais dire. c'est, c'est très efficace, Ouais, très, très efficace. ouais. Maintenant, je m'adapte en fonction de chacun. Il y en a, je sens que c'est l'hypnose qui va aller mieux. Et puis, il y en a d'autres, je sens qu'au niveau PNL, c'est parti, quoi. Ouais. Mais c'est la personne qui me donne le signal
de ce qu'elle va préférer faire avec moi. Exactement, Mm. je pense qu'il y a des outils différents pour des personnes différentes, hein. Mm. Et c'est justement intéressant pour un thérapeute d'avoir de multiples outils justement dans ta boîte à outils de thérapeute, d'accompagnant. Il faut pouvoir s'adapter aux personnes voilà, qu'on soit. Et selon les problématiques Ouais. aussi qu'on va avoir en face de soi, évidemment, l'outil ne sera pas le même, hein, aussi, évidemment. Mm. Ce qui est intéressant quand même, je trouve, avec la PNL et l'hypnose ensemble, c'est quand même un éventail de problématiques qui est très large au niveau du vécu, quoi, au niveau de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, familiale, etc., etc. Ouais. Ouais, complètement. Après, voilà, bon, bah, moi, je me spécialise un peu plus dans les problématiques émotionnelles. Par exemple, alors, le tabac, je fais, mais je vérifie à ce que ce soit pas une cause émotionnelle qui pousse la personne à fumer. Parce que oui, une séance d'arrêt tabac, une séance peut suffire, je pense, pour moi. Maintenant, s'il y a une cause émotionnelle, ça ne suffira pas. La personne va se remettre à fumer dans la semaine. Euh, mais en fait, le tabac n'est qu'un, encore une fois, un prétexte. Quand une personne, pour qu'une séance d'arrêt tabac soit réussie, la personne déjà elle est décidée d'arrêter de fumer. Et en fait, elle a juste besoin d'un outil. Voilà, si c'est l'hypnose qui lui parle, c'est génial. Si c'est du magnétisme, c'est génial. Elle a besoin d'un prétexte, elle a besoin d'un professionnel, d'un support, d'un outil pour marquer un petit peu cette scission. C'est un peu comme un rituel, tu vois, Ouais. quand tu as noté plein de choses et puis tu brûles le papier. Et ben, ça s'apparente à la même chose, si je peux dire. Moi, je suis le prétexte. Voilà, je vais faire ce que j'ai à faire pour accompagner la personne sur sa problématique d'arrêt tabac pendant la séance. Et après, bah, ça y est, pour elle, c'est fait. Voilà, elle l'a fait. Et parce que bah, il s'est passé des choses, évidemment, émotionnellement, qui ont renforcé d'autres choses. Et voilà. Mais bon, ça, je fais exceptionnellement, enfin, pour le tabac. Sinon, après, tout ce qui est phobie, bon, bah, ça m'intéresse pas trop. Sauf s'il y a un traumatisme émotionnel d'enfance, là, oui, ça me parle un peu plus. Mais ouais, ouais, je suis vraiment sur ces axes-là, anxiété, traumatisme émotionnel et communication. D'accord. C'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'anxiété au travail. Euh, Hum. Est-ce que toi, tu as pu, dans ton cadre de ton activité de thérapeute, le retrouver, justement? Oui, oui, oui. Aussi beaucoup dans mes ateliers conférences. Souvent, je vois des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Parce que ben, dans leur ancien travail, ça n'allait plus. Elles avaient l'impression de passer à côté de leur vie. Elles en faisaient trop. Elles étaient dans le déni d'une surcharge d'activité qu'elles s'imposaient à elles-mêmes. Et là, encore une fois, c'était pour ne pas se voir elles-mêmes. Un peu. Il n'y a pas de jugement hein, là-dessus, hein, parce que moi aussi, hein, j'avais décidé par peur de ne pas me voir moi-même. Et c'est difficile de voir nos fragilités sans avoir un jugement dessus, justement. Tandis que si on n'avait pas de jugement sur nos fragilités, ben on se verrait plus facilement et on saurait quel travail est adapté pour nous et ce serait plus facile. Mais on nous a appris à voir ça comme quelque chose de mauvais. Donc, voilà. Et ben ouais, de l'anxiété au travail, j'en ai beaucoup. J'ai aussi des personnes j'en ai reçu dernièrement, c'était bon, bah, la prise de parole face à leur groupe de travail ou à leur supérieur hiérarchique. Euh, voilà, bon, bah, là, on retombait sur des choses qui dataient de l'adolescence ou de l'enfance, hein, curieusement, parce qu'elle ne le soupçonnait pas, hein, pour elle, c'était juste, elle venait me voir, genre, bah, je sais pas, j'ai une crise d'angoisse, je fais une crise d'angoisse quand je parle aux gens, ah mon Dieu, c'est pas Ouais, normal, ouais, ouais. comment je fais pour arrêter ça? Et j'en ai eu une même qui allait voir un sophrologue qui lui a donné des exercices de respiration, sauf que ça empirait pour elle. Bah oui, parce qu'en fait, elle essayait de réfréner l'émotion qui arrivait et plutôt que de l'accueillir et de pouvoir la laisser passer. Bon, après, voilà, hein, les techniques en sophrologie qui lui ont été données, c'était les bonnes techniques, mais pour moi, il y avait un travail d'abord euh, C'était dans pas la le bon outil, racine ouais. à C'était faire. pas le bon adapté à la personne, c'était pas ça qu'il fallait, effectivement. C'est Euh, ça, ouais. voilà. Mais ça arrive, hein, tant mieux après que ben y ait des gens qui vivent ces choses-là pour me rencontrer, et puis inversement, c'est bien. Donc voilà. Ouais, Alors, tu ouais, évoques, l'anxiété au travail, ouais, c'est là-dessus. excuse-moi, tu évoques un point important, j'aimerais souligner. C'est Mm. bon, il y a quand même une peur de la thérapie dans le sens où on se dit, si je vais en thérapie, c'est une forme de faiblesse. En gros, j'ai un Ah, oui. problème. C'est vrai qu'on a du mal, je ne sais pas si c'est culturel, hein, ça je ne sais pas, je ne suis pas Mm. forcément interrogé en profondeur, mais d'avoir cette peur de se dire, oui, ok,
il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'acte, je le Mm, vois, j'en prends mm, conscience et je fais une démarche extérieure vers quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être accompagné, aidé. Et ouais. moi-même qui suis dans l'énergétique, enfin, et que j'accompagne des personnes, ça n'empêche pas régulièrement de demander de l'aide à droite, à gauche, pour continuer à découvrir des choses, à explorer, à voir des choses très bien et des choses qui sont aussi encore, je dirais, à lâcher peut-être au déconditionnement, ou etc. etc. Je le fais régulièrement. Et je pense que cette démarche-là n'est pas encore assez, il y a une prise de conscience là-dessus qui n'est pas encore faite collectivement, de se dire la thérapie, c'est pas parce qu'on a un vrai gros problème, c'est pas qu'on est à l'aube de la Mm, mort, c'est quand vraiment on a mm, besoin de se sentir mieux, d'être dans le bien-être et de s'accomplir aussi, de se développer, quoi. mm. Bah oui, parce que ben, nous, on est rentré dans un gros paradoxe dans notre société, c'est que ben, faut être fort. Les émotions négatives, ben, un enfant, dès qu'il pleure, déjà, on commence à lui dire ben, pourquoi tu pleures, genre comme un jugement. Donc l'enfant comprend que c'est pas bien de pleurer, l'enfant comprend que c'est pas bien d'être fragile, et il encaisse ça, enfin, il confirme ça à l'adolescence et à l'âge adulte, et du coup, ben, ça donne un adulte bridé qui a surtout pas envie de paraître faible. Donc la thérapie, c'est pour les gens qui ont des problèmes hein, dans l'inconscient collectif. Et du coup, bah, oh non, je ne veux pas avoir l'air d'une personne qui a des problèmes. Ça voudrait dire que je suis faible et c'est pas bien. Et puis, oh, je me rappelle, enfin, inconsciemment, il y a ce mécanisme émotionnel qui se soulève dans le genre, ma mère n'aimait pas quand je pleurais ou ne m'aimait pas quand je pleurais. Donc, du coup, je vais m'interdire de pleurer, je vais m'interdire d'avoir l'air faible, je vais m'interdire de ressentir tout ce qui me traverse de négatif. Mais bon, on ne trompe pas l'inconscient très, très longtemps. En général, ça finit par ressortir. Et c'est pour ça que, oui, oui, la plupart des gens ont un peu de mal à aller en thérapie parce que ça les amène à se reconnaître eux-mêmes, à reconnaître leur fragilité. Mais encore une fois, bah, faut avoir conscience que c'est pas mal, c'est pas négatif de pleurer, d'être en colère, d'avoir des émotions désagréables qui nous traversent, de penser certaines choses. C'est humain. C'est humain. C'est comme si dans notre société occidentale, on avait écrasé notre humanité pour être des robots, pour être que dans le mental. Et puis, non, non, je suis une machine. Moi, ça va bien au travail. Moi, ça va bien dans ma famille. Tout va bien, tout roule. On prend nos vacances. On a le monospace, le chien, et puis, etc. Et alors qu'en fait, ben, non, dans ton humain, tu traverses des humeurs différentes tous les jours et, et ça sert à rien de les ravaler parce qu'en fait, c'est des petits stocks. Hein, en fait. Tu ravales une petite émotion. Bon, bah d'accord, c'est comme une pièce que tu mets dans une tirelire. Quoi. Ben, d'accord, tu vois plus la pièce, mais elle est quand même dedans. Jusqu'au jour où la tirelire, ben, tu peux plus mettre deux pièces. Ça déborde. Et c'est là où tu dois la vider. Enfin, tu vas casser le cochon. J'ai cette image-là qui vient, donc la personne va péter un câble, entre guillemets. C'est là où elle se dira, ah bah là, je peux plus vraiment, j'en peux plus, j'en suis à un point où j'en peux tellement plus que je vais voir un thérapeute. Tu te rends compte? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que souvent Bon, on attend le moment vraiment où on se sent vraiment mal, quand on est au bout du rouleau, oui, j'allais dire, c'est ça, hein. Il y a une situation oui, de crise qui est vraiment forte, voilà, qui même parfois a quand même duré quand même parfois plusieurs mois, plusieurs années même. Et les personnes en viennent seulement mm, là, à ce moment-là, se poser des questions de savoir est-ce qu'il y a une autre solution, autre chose. Et c'est là qu'il y a un proche peut-être, ou un livre, ou Internet, hein, merci Internet, qui va diriger la personne vers d'autres pratiques, ouais, pratiques qui ne sont pas toujours connues, c'est vrai. Pourtant, au XXe siècle, il y a énormément de nouvelles pratiques qui ont été inventées, ou réinventées, ou redécouvertes, qui permettent quand même d'avoir des résultats, comme tu disais, qui sont rapides, si la personne est prête, bien sûr, à s'y lancer ouais, vraiment. ouais. C'est pour ça que justement, c'est bien d'avoir des courants comme, tu vois, il n'y a pas de jugement entre, je sais que chez certains formateurs ou certaines personnes dans la PNL, ils critiquent beaucoup la psychanalyse. Sauf que la psychanalyse, il faut savoir qu'elle a quand même c'est le courant de psychothérapie qui nous a le plus mis en face de nous-mêmes, c'est-à-dire montrer eh ben, en tant qu'être humain, on peut avoir des désirs qui ne sont pas acceptables dans notre société, qu'il y a un conflit en nous-mêmes, qu'il y a des parts noires qu'on ne veut pas regarder. C'est pour ça qu'elle a été très critiquée au début, puis finalement, elle a été adoptée, peut-être même suradoptée par la suite, parce qu'elle a éclipsé d'autres courants. Et beaucoup de gens ont voulu en faire un dogme, presque une religion, malheureusement. Hein, c'est pas la religion, le problème, enfin, c'est pas le courant, le problème, c'est ce qu'en font les gens, toujours. Et finalement, le côté analytique, il permet à des personnes qui sont pas encore trop prêtes à se débloquer émotionnellement, d'apprendre progressivement à s'ouvrir et à parler d'elles-mêmes. Bah ouais, parce que c'était ça la psychanalyse au début.
parler de soi. Pourquoi faire? Et puis, oh, avouer que j'ai ça comme désir, mais c'est tabou, faut pas. Bah, déjà, rien que le fait de libérer ça, à l'époque, fin du 19e siècle, début du 20e, où on était encore plus bridé qu'aujourd'hui, et ben déjà, ça, c'était libérateur pour la personne. Alors, aujourd'hui, comme on est au contraire beaucoup dans l'expression, et ben, on a besoin, on a besoin de choses plus rapides, plus, on sait, on connaît notre problème, on a fait le pourquoi, on a fait notre psychanalyse, en gros, pour la plupart, en tout cas dans la plupart de ceux qui sont dans un chemin de recherche personnelle. Maintenant, ouais, faut pas trop traîner sur le pourquoi, parce que le pourquoi amène d'autres questionnements et d'autres questionnements et d'autres questionnements. Et là, du coup, le savoir, on va en faire un mécanisme de défense contre nos émotions. Tu vois, il y a une limite, il y a toujours, il y a une montée où on a de la connaissance, c'est cool, c'est super, mais il y a un moment où bah, ça va redescendre dans le fait où ta connaissance va se retourner contre toi. C'est-à-dire, ah, moi je connais ci, moi je connais ça, et puis là, je sais pourquoi tout ceci Oui, se il y a un fait, tout risque ça. de prendre la connaissance pour l'expérience, hein. Je dirais que là, il faut différencier voilà, la connaissance de Voilà, l'expérience. On peut avoir énormément de exactement. connaissances en thérapie et être extrêmement névrosé, j'allais dire, Mhm. dans le sens où avoir fait aucun cheminement personnel, d'expérience personnelle dans ce domaine. Euh, Ouais. ouais. Et finalement, c'est ces personnes-là qui souffrent le plus, ces personnes-là qui vont dans la suranalyse des choses. Euh, donc, parce qu'elles restent bloquées dans leurs connaissances sans avoir expérimenté et sont mal de ne pas avoir expérimenté autre chose. Donc, c'est vrai que les thérapies brèves comme la PNL, on amène dans une pré-expérience. C'est pour faire goûter autre chose à la personne, lui faire prendre conscience que il y a d'autres façons de ressentir qu'on avait oubliées. Parce que moi, je fais que rappeler, hein, je n'ajoute pas des choses nouvelles. Je rappelle à la personne, en gros, bah tiens, tu vois, tu avais cette capacité-là, tu ne l'as pas essayé d'utiliser, on va l'utiliser maintenant. On va même la customiser, on va en faire quelque chose de puissant pour toi et tu pourras même en faire une fondation si tu veux. Et c'est ça. Donc, ouais, c'est là où je dis, c'est la pré-expérience pour après les amener sur l'autonomie, l'expérience, leur expérience. Exactement. L'autonomie, je pense que c'est un point important, ça, de redonner à la personne aussi sa liberté, son pouvoir, qu'il n'y ait pas de dépendance sur Mm. le long terme vis-à-vis du thérapeute. C'est ça que tu voulais exprimer aussi. Ah, complètement. Ça, ouais, je rejette. Enfin, je rejette. Voilà, parce que j'ai moi-même, j'ai fait l'expérience d'une psychanalyse pendant mes études de psycho. Donc, j'ai vu, je me suis vu, ça faisait du bien hein, sur le moment. Surtout que pour les étudiants en psycho, bah, c'était gratuit. Donc, bon, moi, hein, je me disais, à quoi ça sert d'être étudiant en psycho si je fais pas mon analyse? Ouais, ce serait juste être un bon élève et pas avoir fait son expérience de ça. Et j'ai fait 3 ans de psychanalyse et j'ai vu qu'au bout d'un moment, je parlais, mais en fait, pour prouver à la psychanalyste que je comprenais beaucoup de choses, pour montrer, pour me vanter de moi-même, quoi. Et c'est là où j'en ai vu les limites. Je me suis dit, j'ai besoin d'autre chose parce que je me mens à moi-même, je tourne en rond. Voilà. Ouais. Donc, c'est là où j'ai dû en sortir. Oui, c'est intéressant comme témoignage. Je pense qu'effectivement, on peut à un moment tourner en rond, comme tu dis. Je pense que ça peut servir Mm, effectivement sur un certain temps et ça peut être efficace de s'exprimer. Mais une fois que les choses sont dites, c'est là que voilà, l'outil a ses limites hein, et que le mental ne suffit pas à régler. Ça se serait tous les problèmes de l'être humain, qui l'être humain n'est pas seulement le mental. C'est ça aussi qu'il faut intégrer. ouais, complètement. Toi, tu parles des causes émotionnelles notamment. Mm, Aujourd'hui, il y a une recherche aussi, hein, pour suivre ce que tu disais, ta vision, c'est intéressant. Il y a une recherche énormément de thérapies brèves, hein, d'outils qui sont de plus en plus efficaces, disons, on va aller de plus en plus vite. Moi, je dirais qu'il y a quand même un mm, équilibre à trouver, hein, effectivement, ouais. entre ce qui doit effectivement être sur le long terme, où là, il y a un accompagnement, un suivi qui est sur le long terme, hein, et là, il y a des professionnels de santé, un psychiatre, un psychanalyste, etc., qui vont permettre d'accompagner la personne. Et ce qui est effectivement sur le plus court terme, et qui aujourd'hui est en pleine émergence, hein, il y a beaucoup d'outils qui sont intéressants, qui ne sont pas forcément encadrés, hein, je dirais Ouais. pas autant que l'hypnose en tout cas de la PNL, pour ce qui est mon domaine en tout cas c'est Mm, pas vraiment encadré, et les praticiens c'est pas non plus tous, voilà, tous sont très différents les uns des autres dans leur pratique, dans leur façon de faire, dans leur mm. présentation, et donc on peut comprendre aussi pour le public qui est cette attirance, mais en même temps attention quand même, hein, renseignez-vous, gardez un discernement par rapport à ce qu'on vous propose, évidemment, il n'y a pas de miracle non plus, hein, voilà. Non, 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 oui, il faut pas attendre des thérapies miracles comme moi je l'ai fait. J'avais vu, bah, en fait, c'était les années d'avant.
je voulais qu'un thérapeute en une séance, tac, il me règle mon problème. Et ne plus avoir à le revoir pour des causes financières. Mais en fait, le financier, c'était juste un prétexte. Je voulais pas trop m'investir parce que j'étais pas prêt, hein, simplement. Et ouais, non, non, j'ai toujours été déçu. Et ce genre de choses-là, j'aurais pu très bien rester sur ces expériences-là pour me dire, ah, mais j'ai vu plusieurs thérapeutes, ça sert à rien. Oui, mais je suis resté qu'une séance à chaque fois et jamais avec le même thérapeute. Donc, non, bah, au bout d'un moment, c'est choisir un thérapeute, voir si le courant nous plaît, si ça nous parle, si on en sort avec quelque chose en plus. Si la question est oui, eh ben, on peut continuer pour moi. Parce que après, si on cherche toujours plus, genre, ah oui, c'était bien, mais j'aurais aimé que mon problème soit réglé instantanément, j'aurais aimé beaucoup plus, bah, en fait, on peut le chercher longtemps, ce thérapeute-là. Enfin, à mon Ouais. sens, je parle, Hmm. je parle un peu d'expérience aussi, finalement, et voilà. Toi, tu t'es dirigé donc vers, justement, après tes études de psychologie, comment tu as décidé, à quel moment tu as décidé vraiment, je vais faire ça comme pratique, comme métier? Ouais, alors mes études en psycho, je suis arrivé à l'université de Rennes 2 et j'avais expliqué mon projet professionnel, le fait d'aller dans les thérapies brèves, cognitives et puis tout ça à une prof d'anglais qui était psychanalyste et elle m'a dit, oh là là, bah alors là je peux te dire, tu pouvais pas plus mal tomber parce que l'université de Rennes 2 c'est la psychanalyse, c'est freudien et lacanien et on cherche pas comment régler le problème, on cherche le pourquoi. Donc, bon, c'était dès la première année. J'ai quand même continué, j'ai fait ma licence 2, j'ai redoublé ma licence 2 et j'ai vu le programme de la licence 3 et bon, bah, j'étais déçu parce que finalement, j'avais l'impression qu'on formait des bons élèves et pas des bons psychologues. Ça, c'est mon ressenti, hein, c'est mon avis, ça Bien n'engage que sûr. moi. Mais voilà, pour moi, l'université ne forme que des bons élèves, pas des bons psychologues, parce qu'il n'y a aucune obligation de faire une analyse personnelle. Tu peux juste être très scolaire et puis recracher le savoir à l'examen que tu as bien appris. Et puis, bon, finalement, comme expérience humaine, qu'est-ce que tu as eu à ton niveau? Qu'est-ce que tu as traversé? Quel travail tu as fait sur toi pour accompagner les autres dans le leur? Encore une fois, on arrive sur ce truc-là. C'est très important. Donc finalement, j'ai quitté la fac de psycho. Alors j'étais encore dans des peurs, hein, dans des croyances limitantes, comme quoi je devais passer par le cadre universitaire ou des cadres reconnus par l'État pour pouvoir en faire un métier. Dès que la fac de psycho c'était fini, je me suis dit, ah, mon rêve d'aider les gens dans leur psychologie est terminé, il n'y a rien d'autre, c'est pas possible. Donc j'ai galéré. J'ai eu 1 an et demi de chômage, voilà, où j'ai fait de la vente au porte-à-porte. J'ai après fait plus de chômage que d'activité finalement. J'étais avec ma partenaire de l'époque. Et puis, je me suis mis aussi auto-entrepreneur dans des trucs qui me correspondaient vite fait, plus ou moins, quoi. Et il y a eu une rupture sentimentale. Donc, cette rupture sentimentale, elle m'a secoué. Et j'ai vu que j'étais encore dans le même schéma que mes relations précédentes. Il n'y en a pas eu, il y en a pas eu 1000, hein. Mais c'est ce côté, dès que je suis abandonné par l'autre, je me sens abandonné par la vie. C'est ça qui me vient. Vraiment, mais D'accord. complètement. Donc voilà, après une rupture sentimentale, tu as deux profils. Tu as celui qui arrive qui continue à faire sa vie et qui dit ouais, c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Et celui qui reste cloué au lit. Je faisais partie de la deuxième catégorie. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne veux pas être cette deuxième catégorie et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser en moi parce que tout le monde ne réagit pas pareil à une rupture. Pourquoi je réagis comme ça? Moi, tiens, ça m'intéresse. Et ben, je vois un peu Je me suis dit, tiens, est-ce que mon adoption n'a pas quelque chose à voir? Oui, parce que j'ai été adopté à 2 mois. Je suis originaire du Brésil et jamais connu mes parents biologiques. Et avec ce que j'ai vu à l'université de psycho, tiens, les théories de l'attachement chez Freud de 0 à 3 ans, il y a des choses là-dessus. Bah tiens, l'adoption, ça peut faire quelque chose peut-être. Et bah là, je suis tombé sur un livre hyper balèze écrit par Nancy Newton Verrier sur l'enfant adopté devenu adulte. Donc qui qui a plein de recherches de psychologie prénatale, clinique, neuroscientifique, qui te montre en effet que ça peut avoir des conséquences, l'adoption. Donc j'ai voulu me spécialiser là-dedans dans un premier temps. Mais il a fallu un boulot alimentaire, 2 boulots alimentaires en attendant. Donc j'ai fait un blog pour partager toutes mes recherches là-dessus
et de mon point de vue, de mon expérience, en essayant de le faire de manière professionnelle afin d'aider. Même si à l'époque, j'avais aucune qualification, donc j'avais le problème de légitimité en plus. Et, et par la suite, je suis allé même dans l'association La Voix des Adoptés. Je vais essayer de faire court, mais voilà, La Voix des Adoptés pour me donner plus de légitimité. Et au bout d'un an, moins d'un an, genre 9-10 mois, 9 mois, tiens, après cette rupture, j'ai vu qu'il y avait une formation sur Rennes en tant que praticien en PNL. Donc, il y a 3 niveaux, le technicien, praticien, maître praticien. Je suis allé jusqu'au praticien. Et, et j'en ai marre du McDo. Ouais, je travaillais au McDo. Hein. C'était l'un de mes boulots alimentaires avec le babysitting. Et j'en avais marre. Je me disais, mais là, il y a peut-être quelque chose qui se fait. Tu sais, j'arrivais, comme à tous les derniers boulots, à un moment où c'était la fin pour moi. Ouais. Donc, Tu sens que c'est la fin. j'ai arrêté ce boulot. Je suis allé dans cette formation. Je l'ai faite. C'était 3 semaines intensives. Il faut savoir que dans ces 3 semaines, on a théorie et pratique. Je trouve que c'est un peu rapide parce qu'on accumule beaucoup de connaissances et waouh, des trucs émotionnels un peu forts en une période très courte. Mais après, comme j'ai dit, à chaque fois, c'est ce qu'on en fait qui est le plus important par la suite. Donc, la première fois, j'ai pas eu mon certificat, j'assume. Donc, du coup, j'ai dû travailler ce côté légitimité pendant 1 an avant de repasser mon certificat. Et là, je l'ai eu, donc je l'ai eu en 2018, en avril 2018, et j'ai pu exercer officiellement mon activité. Donc voilà. Puis j'ai fait de l'hypnose par la suite parce que ça s'accordait bien avec la PNL. Et j'ai estimé que finalement, c'était bien de rester là, pas avoir 10 formations à mon actif, parce que finalement, il y a déjà beaucoup de choses dans l'hypnose et la PNL à utiliser, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte à Bru, côté de Rennes, hein, et voilà, je reçois dans mon chez-moi, qui est aussi mon cabinet. Parce que c'est. Ouais, je pense on peut parler de vocation parce que j'aime beaucoup ce que je fais et je ne me vois pas faire autre chose. Voilà. Oui, c'est ça, il y a vraiment le côté accompagnement pour toi. C'est se comprendre quelque part, mais se comprendre aussi à travers les autres. Hein. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche. Ouais. Et puis, tout simplement, aider les autres. Hein. C'est vrai que c'est toujours aussi quelque chose de très fort, de très. Voilà, qui permet d'avoir un retour sur soi aussi qui est vraiment plaisant. Euh, Toi, oui, tu parlais effectivement d'explorer déjà l'hypnose et la PNL, qui sont deux outils, effectivement, où on peut déjà, je pense, effectivement, voir beaucoup de choses hein, avec beaucoup de monde. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux cas pratiques que tu souhaiterais nous partager par rapport en fait à ces outils, sans donner les noms effectivement de trop de détails de la vie privée des personnes, mais pour donner un petit peu ce qu'effectivement le type de choses que l'on peut rencontrer, quoi. Je vais te raconter ma toute première séance de PNL. Alors, déjà, euh, c'était à ma sortie de formation. Donc, j'avais rencontré une personne en covoiturage qui était d'origine africaine et puis elle s'appelait Jocelyne. Donc, elle voyait un signe, en fait. Et elle avait un problème et du coup, on a discuté dans la voiture et elle a dit qu'elle me rappellerait. Donc, elle m'a rappelé, je crois, 1 ou 2 semaines plus tard et je l'ai reçu en séance. Et j'ai fait un petit protocole, un protocole de ligne de temps. Il me semble que c'était ça au début, de ligne de temps. Donc on était debout, imaginez son présent, son passé, son futur, et on arrivait dans le passé. Et dans le passé, elle me parlait d'une autre voix qu'elle. Alors en fait, cette personne, ce qu'elle avait, c'est qu'elle auto-sabotait tout dans sa vie. C'est-à-dire, c'est son monde professionnel, ses relations sentimentales, même amicales, ça devenait compliqué. Et elle exprimait ça comme quelque chose qui la bloquait dans sa vie. Il y a quelque chose d'autre. Et durant ce protocole, j'ai décidé de faire une négociation entre parties. C'est-à-dire, dans chacune de tes mains, tu as une partie de toi. Donc, tu as une partie qui, elle, veut t'aider et l'autre qui te ralentit. Et le but, c'est de rentrer en connexion avec ces deux parties-là. Donc, on est rentré en connexion avec la partie qui la ralentissait. Et là, on est tombé, je pense, sur une entité. Donc ça, c'était pas du tout prévu parce que j'avais pas fait du tout la formation d'hypnose régressive ou quoi que ce soit. Mais elle me disait, c'est cette femme. Et puis d'un coup, elle switch, son regard change, son ton de voix change légèrement aussi. Et là, je suis en face d'une sorcière, d'une tribu africaine qui est établie depuis des centaines d'années et qui a une rancœur envers ma cliente parce que l'ancêtre de ma cliente a brûlé le frère de cette sorcière durant un accident.
Et, et du coup, moi, j'ai discuté avec cette entité pendant 1 heure. Il faisait très chaud, en plus, c'était en plein été. Et au bout d'un moment, l'entité bon, ben, est partie. Elle a dit, je suis fatiguée, je vais la laisser tranquille. Et bon, ben, elle est partie. Et ma cliente est revenue à elle. Elle a été vidée de cette séance. Et bon, moi, j'étais là, ok. Alors, heureusement, à l'époque, elle payait en 2 fois. Enfin, elle est payée en 2 fois, donc ça m'a permis de la revoir la semaine suivante. Donc, bon, bah, je l'ai laissé s'en aller. Elle était vidée, mais elle se sentait plus légère. Ok. Et je l'ai vue une semaine après. Et là, les traits de son visage avaient complètement changé, elle était beaucoup plus ouverte. Elle avait l'air de se sentir mieux. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé pendant la séance? Ah oui, tout, tout, tout. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, j'ai compris que c'était juste une partie de moi. Voilà. Et pour elle, ça a été sa conclusion et ça lui a fait du bien et c'était cool. Donc j'ai Mm. vu que même dans un terrain où j'étais, ça aurait pu être un terrain glissant, j'aurais pu paniquer face à une entité, quoi. Ben, c'était un signe de la vie pour me dire, ben non, t'en es capable, c'est cool, tu vois. Enfin, C'est vrai que je c'est l'interprète comme ça, intéressant moi. parce que en plus c'est ton premier cas, donc c'est marrant que ça soit présenté comme ça. Ça ouvre une porte sur deux choses. Alors, il y a la porte sur le fait effectivement, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, à naissance, Hum, on n'est pas une page vierge. On est peut-être hum, porteur effectivement de choses qui sont de l'ordre transgénérationnel, qui sont de différentes natures. On parle d'entités, hum, peut-être voilà, d'autres plans, etc., etc. Donc ça c'est un petit peu effectivement extrêmement large. Mais la deuxième porte, c'est intéressant, c'est l'interprétation aussi que l'on a lorsqu'on rencontre ça en séance à travers différents outils. Et là, tu évoques ta hum. cliente qui, effectivement, va évoquer l'idée que c'est une partie d'elle qui s'exprime et qui a pris une forme particulière pour s'exprimer. Exact, voilà, oui. Quand je dis entité, oui, c'est parce que c'est plus, on est plus dans un jeu, hein, c'est d'une certaine manière. Après, oui, il y en a qui vont dire, ben non, c'est juste une partie de soi. Là, on peut vraiment avoir différents points de vue parce qu'un énergéticien, enfin, un de tes collègues pourra dire, si, effectivement, c'est une entité, c'est bien une sorcière qui la colle depuis des siècles. Et il y a un praticien PNL très scientifique, lui, qui va dire, bah non, c'était juste une partie de son subconscient qui a décidé d'endosser le rôle d'une sorcière parce que c'est l'image qui colle. Et puis pour s'exprimer, c'est plus facile. Voilà. C'est vrai, l'un ou l'autre. En fait, je m'en fiche. Moi, je vais en fonction de la croyance du client. La PNL, c'est ça, c'est de s'adapter à la vision du monde. Si ma cliente croit que c'est une entité, bah on va jouer là-dessus parce que justement, la thérapie sera beaucoup plus efficace si on joue sur ses codes à elle. C'est pas sur mon terrain parce que si je dis non, 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 c'est une partie de toi, déjà la personne ne va pas se sentir comprise, elle va se brider et puis ça va faire que compliquer les choses. Donc moi, je ne crois rien, puis je me laisse prendre au jeu et je trouve ça cool du temps qu'on arrive à régler quelque chose. Enfin, voilà. Exactement. En Ouais. tout cas, à apaiser la chose. Tu parlais donc dans ton activité de deux outils, l'hypnose et la PNL, mais il me semblait bien quand même, pour avoir vu ton site Oui. internet, qu'il y avait quand même autre chose encore. Ouais, alors il y a un peu d'énergétique, c'est vrai. Alors l'énergétique, j'y rentre progressivement parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. Donc, quand j'ai fait des séances de Reiki, au départ, je les faisais à prix libre sur des gens. Mes 2 premiers clients m'ont dit ah, vous avez vraiment quelque chose, hein, on sent vraiment, hein, je sens par rapport à mon précédent praticien. Alors que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. J'avais juste l'impression d'avoir mis les mains dessus et puis ben, de souhaiter le bien à la personne et de souhaiter la résolution de son problème, mais sans m'y accrocher vraiment. J'avais pas l'impression d'avoir forcé quoi que ce soit. Et ça, je comprends pas. Du coup, ça m'énerve un petit peu. Donc, tu vois, donc je suis dans l'entrée, j'hésite à le faire et en même temps, ben, c'est pas c'est pas ce que je mets en avant. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, que du coup, ben, si je le fais, c'est à prix réduit par rapport à mes séances d'hypnose et de PNL parce que je comprends pas ce que je fais. Et, euh, et bon, bah, je me vois comme la plupart des énergéticiens comme un canal avant tout. Je préfère. Quand je comprends pas, ok, j'appelle une entité de lumière en haut, j'imagine, je la ressens, ok, je fais passer son énergie et la personne va recevoir ce qu'elle a à recevoir. Mais Hmm. comme je comprends pas ce que je lui envoie, bon, je sais juste que c'est de la lumière, mais je sais pas.
si finalement ça va régler son problème d'arthrose, ça va peut-être régler un autre problème, truc émotionnel. C'est ça, Voilà, c'est je aussi vois la pas sur quoi. difficulté, je pense, pour toi, mais pour aussi, je pense, d'autres praticiens. Si la personne vient te Hmm, voir pour un problème particulier, le pas qu'on a le chercher autre chose. Donc, il faut bien aller aussi sur son. oui, Voilà, il ne s'agit pas non plus de régler tous les problèmes de la personne. C'est les non. risques en énergétique d'aller ouvrir des portes qui ne sont pas forcément pour la personne d'actualité, quoi. Hmm, Euh, je te remercie énormément, Jocelyn, pour cet échange. ouais, On a parlé finalement enfin, on a parlé un moment, mais c'est vrai qu'on pourrait, je pense, voilà, détailler énormément en fait hein, sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses à dire. On a évoqué ouais. le tout petit bout hein, par rapport à Hmm, la vastitude hein, du sujet. Il y a une dernière question que je souhaite te poser. Quels aujourd'hui vas-y. sont tes projets hein, quels sont aujourd'hui tes projets et tes espérances hein, pour toi-même ou pour le général, quoi. Ouais, alors moi, c'est de continuer à recevoir des clients tous les jours parce que j'adore en fait. Moi, je me sens ressourcé après avoir fait une séance. Je trouve que c'est une aventure avec la personne. On va vraiment dans son histoire. Il y a un côté poétique. Ça, voilà, c'est un petit spectacle intérieur. Et ouais, faire des ateliers conférences, alors pour moi, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai un peu de mal à voir sur le long terme, à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, j'aime bien. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais et Ouais. encore plus. Voilà, c'est ça. Et après, personnellement, bon bah, l'ouverture du cœur, tout ça, à l'instant présent, je suis là-dessus. Et est-ce que tu as des espérances de façon plus générale, des choses que tu voudrais partager sur, ou pas, hein, tu as le droit aussi de ne pas en avoir. Des espérances. Ouais. C'est plus dans la reconnaissance de ce qui me traverse, de moi-même. Hum, de me rappeler plus ce que je suis. Là, je dis des trucs vagues, mais Oui. ça rejoint une notion d'amour, hein, d'amour de soi. Hmm. C'est d'ouverture de soi, ouais. Mais pour moi-même, parce que ça, après, ça se répercute aussi sur ben, les personnes qui viennent me voir en séance. Exactement. Ouais. Je pense que chacun, de par son cheminement personnel, on influe énormément hein, sur les personnes que l'on Mm, rencontre et c'est ça qui est important de se souvenir régulièrement. On a évoqué bien sûr tout ce qui est pardon, blessure, mais il faut quand même le mm. dire. Ce qu'on découvre quand même derrière ces pardons, ces blessures, c'est beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, quoi. C'est quand même ça important. Ah ouais, énormément. Mm. Hein. Merci Jocelyn. Ben, merci à toi.